L'Italie de Giovanni Giolitti, 1900-1914. Roi Humbert Ier, roi d'Italie de 1878 à 1900, et les secteurs les plus conservateurs de la classe dirigeante avaient essayé de suffoquer les tensions sociales avec des mesures autoritaires et avec des lois qui de fait effaçaient la liberté de presse, d'association et de grève. Mais la frange conservatrice s'était heurtée à la victorieuse opposition de socialistes, républicains, radicaux et libéraux progressistes. En été 1900, on assiste à la transition libérale qui voit l'affirmation de Giovanni Giolitti en libéral modéré. En juillet 1900, en outre, roi Humbert Ier est assassiné par l'anarchiste Gaetano Bresci, qui était venu des États-Unis exprès pour venger les victimes des émeutes de 1898. Au début du XXe siècle, l'Italie connaît une période de croissance économique salutaire. L'industrie et l'agriculture se sont modernisées et accroissent leur productivité. Dans ce contexte, les gouvernements de Giolitti, qui se trouvent à la fois Premier ministre ou ministre de l'Intérieur, s'attachent à poursuivre une politique protectionniste de soutien direct à l'économie, tout en menant une politique sociale qui réponde aux revendications sociales ouvrières. Giolitti profite de cette période de prospérité économique pour maintenir une certaine stabilité politique et sociale, grâce aussi au soutien de la bourgeoisie libérale et à l'ouverture à la frange socialiste réformatrice. Donc la politique de Giolitti, c'est une politique d'ouverture aux droits sociaux, aux revendications des travailleurs, et d'autre part, elle se base sur un mécanisme d'absorption, c'est-à-dire d'assorbimento, absorption graduelle des forces socialistes réformatrices au sein du système politique. C'est la politique du contrepoids, la politica del contrappeso, visant, mirante, che mira, à garantir la ligne centrale et la stabilité du gouvernement. Tout au long des années 1900, on assiste à d'importantes réformes sociales. La limitation de la journée de travail à 11 heures pour les femmes, imaginez-vous 11 heures, ce qui n'est pas peu, ainsi que la mise en place du jour de repos hebdomadaire, settimanale, ou l'organisation d'un fonds de maternité obligatoire pour les ouvrières. Les salaires et les conditions de travail s'améliorent. Une politique de neutralité et entreprise. Et elle permet le renforcement des syndicats qui s'organisent et créent la Confédération Générale du Travail, la CGIL, Confédération Générale del Lavoro. Giolitti mène une politique d'ouverture, on a dit, vers l'aile modérée des socialistes et notamment envers le plus important représentant du socialisme italien de l'époque, Filippo Turati. Aussi commence-t-il à faire de petites ouvertures à l'encontre des catholiques. Les catholiques, en attendant, après les réformes de Léon XIII et du pape Pie X, avaient commencé à intégrer la vie politique du pays. La démocratisation de la vie politique raggiunge in questo caso, supera, une étape décisive en 1912, lorsqu'est adopté le suffrage universel masculin. Aux années 1910, pourtant,
la configuration traditionnelle des courants politiques se transforme considérablement. Et cela, c'est parallèlement à exacerbation des positions politiques qu'on peut observer un peu partout en Europe. Une radicalisation, on va dire, des positions politiques. Et c'est ainsi que les socialistes modérés sont de plus en plus contestés dans leur parti par les socialistes révolutionnaires. Donc les socialistes modérés, c'était ceux qui avaient l'appui de Giolitti. De plus, les catholiques s'affirment progressivement comme une force politique, même si ils se divisent encore autour de la question de la formation d'un parti politique contre lequel se prononce soit le pape, soit Giolitti. Le nationalisme et la guerre de Libye. On a vu que les idées nationalistes s'affirment un peu partout en Europe à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et en Italie, cette idée qui s'accompagne aussi d'un sentiment d'infériorité. Parce que l'Italie est un grand pays avec une grande civilisation, mais par rapport à ses voisins européens, c'est encore en retard en matière d'industrialisation et surtout de conquête coloniale. Les nationalistes voient dans le militarisme et dans la guerre l'unique moyen de redonner à l'Italie son prestige passé. Et ce courant-là est appuyé par des intellectuels, Corradini, Marinetti, Pascoli de quelque façon, et surtout de Gabriele D'Annunzio, qui devient la figure emblématique d'un nationalisme, pour ainsi dire, romantique, héroïque et viril. Pascoli écrira, à propos de la campagne de Libye qu'on va aborder tout à l'heure, La grande proletaria si è mossa. En tout cas, on revient à la question coloniale. La question coloniale, c'est aussi un moyen pour, disons, donner un défouloir aux nationalistes, dar uno sfogo, une ouverture aux nationalistes, pour calmer les esprits. En 1911, l'Italie s'engage dans une guerre contre la Turquie pour le contrôle de la Libye. Des troupes italiennes en Afrique du Nord. Donc c'est la conquête de la Libye. Toute une frange des socialistes et de la politique en général s'était opposée à la guerre. Parmi les socialistes, on compte, imaginez-vous, Benito Mussolini, qui à l'époque était le directeur de l'Avanti et qui s'était opposé à l'intervention en guerre. Progressivement, donc, surtout après la conquête coloniale de la Libye, le paysage politique italien s'est réorganisé autour des nationalistes qui se sentent naturellement encore plus forts après le succès de Libye, autour des catholiques qui commencent, comme je vous disais auparavant, à participer à la vie politique italienne après les ouvertures faites par, et les concessions faites par pape Léon XIII et pape Pie X, et autour des socialistes révolutionnaires. Ces groupes constituent petit à petit des oppositions de plus en plus radicales au système jolitien qui prend fin avec la démission de son chef de file en mars 1914. La politique coloniale italienne. Au lendemain, all'indomani, de son unité, le royaume d'Italie constitue une puissance géographique et démographique, mais doit encore s'affirmer comme puissance politique et économique auprès de ses voisins européens. La question coloniale devient centrale surtout à partir de 1881 avec lo schiaffo di Tunisi. Schiaffo di Tunisi, c'est une expression utilisée à la fin du XIXe siècle par la presse et les partis politiques italiens pour désigner la conquête de la Tunisie de la part de la France, alors que l'Italie convoite, desidera, aspira à, convoite ouvertement le territoire.
Donc, après lo schiaffo di Tunisi, pour l'Italie, les prérogatives coloniales deviennent une façon de s'imposer en tant que puissance européenne comme toutes les autres, France, Allemagne, Grande-Bretagne, mais aussi c'est un moyen de résoudre la question démographique en trouvant une alternative à l'émigration massive qui se passe, hein, cette époque-là, vers les États-Unis et qui prive le pays de sa main-d'œuvre, ainsi que des terres à mettre en valeur pour répondre à la misère du Mezzogiorno. Donc, la politique coloniale italienne ne répond pas seulement au fil du temps à des raisons géopolitiques et de prestige, mais elle répond aussi à un problème en particulier, c'est-à-dire l'émigration massive du sud de l'Italie vers l'Amérique. Donc c'est une forme pour contraster l'émigration et favoriser une émigration interne, à l'intérieur de territoires organisés, contrôlés, gouvernés de façon plus ou moins directe par l'Italie même. Dans cette carte, on peut voir l'expansion italienne en Afrique à partir de 1882. Vous avez les parties en vert avec les dates des conquêtes. Il ne faut pas se rappeler de ça. Peut-être, oui, Massawa, c'est en Érythrée. Et puis, on voit l'expansion après 1889 en violet, donc c'est déjà toute la Somalie et l'Érythrée, alors que pour l'Éthiopie, il faudra attendre le 1936, à l'époque de Benito Mussolini. L'arriération de l'Empire russe. Arriération, l'arretratezza. L'Empire des Tsars aussi, qui était dirigé par une autocratie, une autocratie. C'est un pouvoir encore plus centralisé que celui de la monarchie absolue. Imaginez-vous. C'est un pouvoir qui concerne l'Église aussi. Et c'est issu du monde byzantin. Byzantine. Donc je disais, l'Empire des Tsars, dirigé par une autocratie absolue, contraire à toute ouverture constitutionnelle, au début du XXe siècle, donnait des évidents signaux de déclin. La pauvreté frappait la vaste majorité de la population. Dans les vastes campagnes, des millions de paysans étaient encore des serfs, servi de la gleba, même si le servage avait été aboli en 1861. Pourtant, les paysans étaient encore en proie des propriétaires, des seigneurs des terres. Donc une situation qui rappelait, disons, l'époque féodale. En l'absence d'une réforme agraire qui distribue les terres et en l'absence de la modernisation des cultivations, la forte augmentation démographique qui investit la Russie aussi cause de fréquentes crises alimentaires. Les libertés civiles étaient presque nulles, la presse, les écoles et les universités étant contrôlées par le gouvernement. Le tsar Nicolas II, devenu tsar à partir de 1894, poursuit la politique autoritaire de ses prédécesseurs et en s'appuyant des conseils d'un homme obscur et intrigant, le soi-disant mystique Raspoutine. En réalité, c'était plutôt sa femme, la tsarine Alexandra, qui dépendait psychologiquement de Raspoutine. Le tsar
essaie de promouvoir le développement industriel en vue nell'intento de récupérer, au moins dans ce terrain, au moins dans ce domaine, l'écart par rapport aux autres grandes puissances. Pour cette finalité, le ministre des Finances approuve un vaste programme économique basé sur le protectionnisme et l'afflux de capitali étrangers, surtout français, à investir dans d'imposantes œuvres publiques. Les résultats sont insuffisants, mais le gouvernement peut se flatter d'avoir construit la voie ferrée transsibérienne, qui était longue 7000 km et qui est inaugurée en 1901. Le processus d'industrialisation poursuit à grande vitesse, avec des taux de développement à l'instar, à la pari, de ceux des États-Unis. Mais il y a une énorme différence parce que le développement industriel intéresse uniquement quelques aires restreintes, qualche area ristretta, du pays. La Russie reste la puissance la plus arriérée du vieux continent, il vecchio continente, un synonyme d'Europe. Arriéré en ce qui concerne le taux d'alphabétisation, la mortalité des enfants et le produit par habitant, c'est-à-dire il prodotto pro capite. Par personne, par tête, pro capite. En attendant, au début du siècle, il y a déjà des épreuves des révolutions dans ce pays. Parce que la rage vers le pouvoir du tsar s'agrandit. Et s'agrandit aussi la rage en l'envers de la noblesse et du haut clergé orthodoxe. Dans le département industriel, l'opposition est organisée par le Parti ouvrier social-démocratique, qui a été fondé en 1898 et tout de suite mis hors la loi, fuori legge, hors la loi, par les autorités du tsar. À l'intérieur du Parti démocratique, social-démocratique, je veux dire, se provoque la fracture entre les bolcheviks, menés par Lénine, et la faction des mencheviks. Dans le monde rural, par contre, le Parti socialiste révolutionnaire fait du prosélytisme. Fare del proselitismo significa reclutare nuovi diciamo adepti, aderenti, iscritti. Le Parti socialiste révolutionnaire qui était d'inspiration anarchique et populiste. Les protestations deviennent de véritables insurrections en 1904 quand le déclenchement du conflit russo-japonais fait augmenter sensiblement le coût de la vie, il costo della vita. Le 9 janvier 1905, à Saint-Pétersbourg, une grande manifestation populaire qui demande des libertés civiles et politiques et des réformes sociales se heurte durement à l'armée, qui fait feu sur la foule et des centaines de morts et des milliers de blessés. Le dimanche de sang, la Domenica di Sangue, provoque la révolution de 1905, qui est elle aussi réprimée à la fin de l'année, suffoquée, repressa, soffocata. Le tsar, pourtant, accorde l'ouverture d'un parlement électif, la Douma, dont il limite cependant ses compétences de plus en plus et qu'il dissout 2 fois en 2 ans parce que les députés ne lui plaisent pas. Les députés ne lui plaisent pas. À la fin de 1907, s'installe la 3e Douma, composée, grâce à un nouveau système électoral restrictif et classiste, par une majorité ultra-modérée et
sympathisante du tsar, qui de fait, di fatto, vote pour restaurer le pouvoir de l'autocratie, de l'autocratie. Entre 1906 et 1911, pourtant, un nouveau gouvernement gère la restauration avec dureté, mais il commence aussi une radicale réforme agraire qui efface les communautés rurales qui étaient la base, les obchina, qui étaient les bases de la société russe, qui était une société paysanne. En tout cas, cette réforme efface les communautés rurales et la propriété commune des paysans et favorise la naissance d'une petite bourgeoisie rurale. Cependant, en 1911, Le chef du Parlement, Stolypine, sera assassiné. Il y a deux autres mots qui sont fondamentaux, c'est le mot bolchevique et menchevique. Alors, au deuxième congrès du Parti ouvrier social-démocratique russe, qui se déroule en 1903, se heurtent deux lignes politiques, chacune desquelles liée à une particulière interprétation du marxisme. D'un côté, il y a la faction menchevique, la faction minoritaire, même si à l'époque elle était en réalité majoritaire. Bon, pas en 1903 en tout cas, mais en général, elle était majoritaire. La faction menchevique pensait que la classe ouvrière ne puisse que jouer, pour l'instant, un rôle secondaire dans la société, vu que le capitalisme en Russie n'est pas encore vraiment développé, n'est qu'au début. D'après les mencheviks, il fallait attendre que la bourgeoisie se renforce et fasse sa révolution, une révolution bourgeoise, telle que c'était les révolutions de 1848 en Europe, par exemple. Et uniquement en ce moment-là, les conditions pour la prise du pouvoir seraient mûres, mature, de la part du prolétariat. Par contre, la faction bolchevique majoritaire en russe, bolchoï signifie grand, qui est majoritaire à ce congrès-là, était convaincue que la bourgeoisie russe ne ferait jamais une révolution et au contraire, elle se rallierait aux vieilles classes dominantes contre les ouvriers, contre les travailleurs, contre les prolétaires. Pour Lénine, seuls les ouvriers, menés par un parti motivé et organisé, pouvaient faire sortir la Russie de l'arriération, la retratezza, et établir un nouvel ordre social. La division entre bolcheviques et mencheviques demeure vive jusqu'au déclenchement de la révolution en 1917. La situation en Chine, en Inde et dans l'Afrique du Sud. Depuis nombre de décennies, la Chine était la cible des convoitises expansionnistes des puissances occidentales et du Japon. La révolte anti-occidentale des Boxers, 1899, est suffoquée par l'intervention militaire internationale. Le principe de la si nommée porte ouverte s'affirme. Qu'est-ce que la porte ouverte? Les ports chinois deviennent accessibles à tous. En attendant, chez le peuple, le mécontentement anti-impérialiste croissait et en 1912, la République est proclamée. En Inde, qui était une domination britannique, naît le Parti du Congrès, une organisation réformatrice qui, sans viser senza puntare à l'indépendance, se proposait de faire accéder les Indiens au gouvernement. Les Anglais affaiblissent le parti d'un côté en accentuant
exprès en exacerbant davantage les contrastes entre musulmans et hindous, selon la vieille technique du divide et impera, diviser pour mieux commander, pour ainsi dire. De l'autre côté, les Anglais concèdent plus d'espace aux Indiens dans l'organe de consultation et de gouvernement en 1909. Dans l'Afrique du Sud, Sud-Africa, une guerre éclate entre les deux peuples blancs et chrétiens, les Anglais et les Boers. Ces derniers, c'étaient les descendants des colonies, des premiers colonisateurs hollandais qui s'étaient installés là-bas, dans le sud de l'Afrique, dès le... Les Anglais gagnent la guerre, mais ils donnent vie en 1910 à l'Union sud-africaine et dans le nouvel État, nel nuovo Stato, les Anglais et les Boers trouvent une forme de convivence à détriment, à scapito, à svantaggio de la population noire. Comme on avait déjà dit au début de la vidéo précédente, au début du XXe siècle, le scénario géopolitique mondial est dominé par les pays européens et leurs colonies en Afrique, Asie et Océanie. Pourtant, de nouvelles puissances s'imposent, les États-Unis et le Japon. Les États-Unis vivent une croissance presque illimitée dans le secteur agricole et industriel. C'est la Progressive Era, l'era progressiva del progresso, dont le protagoniste est Theodore Roosevelt, président des États-Unis de 1901 à 1909. Lors de la guerre hispano-américaine, 1898, les États-Unis soustraient bien des possessions coloniales à l'Espagne, Cuba, Porto Rico, Panama et une partie des îles du Pacifique. Ensuite, ils inaugurent le modèle de l'impérialisme informel. Autre mot-clé, impérialisme informel, impérialisme informale. C'est-à-dire un système qui crée des sphères d'influence, surtout dans l'Amérique du Sud, tout en évitant la conquête agressive de nouveaux territoires, à la différence des pays européens. Donc c'est une colonisation en direct, on va dire comme ça, un impérialisme en direct, informel surtout. Parce que l'impérialisme en direct, c'était plutôt celui des Anglais. Le Japon, au début du XXe siècle, est la plus grande puissance de l'Asie. Le processus de modernisation du pays connaît, comme ailleurs dans le monde, un essor formidable à partir des années 1870. La politique extérieure vise à créer des relations paritaires avec les pays occidentaux et l'industrie se développe surtout dans les équipements lourds, attrezzature pesanti, et donc les armes, strumenti bellici. Faute de matières premières, le Japon entreprend une politique agressive tout d'abord à l'encontre de la Chine, ensuite contre la Russie, pour le contrôle de la Mandchourie. C'est la guerre russo-japonaise, 1904-1905, qui aboutit à la victoire de la puissance asiatique. La nouvelle de la défaite d'une puissance occidentale par une nation non blanche représente un traumatisme, un trauma, pour l'opinion publique européenne.
On parle du si nommé péril jaune, représenté par le Japon et par la Chine aussi, même si la Chine, à l'époque, vivait une période d'instabilité politique et de crise. Mais la grande croissance démographique inquiète beaucoup l'opinion publique occidentale, européenne et désormais américaine aussi.